Merci de m'accueillir aujourd'hui avec vous. Comme Anne a mentionné, moi, je suis professeure adjointe en criminologie et sociologie, en criminologie, en fait, à l'Université de Moncton, au campus de Moncton. Ça fait seulement un an. Mais avant, je vais en parler un petit peu pendant ma présentation, mais avant ça, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans ici, justement, à Ottawa. Dans le milieu communautaire francophone auprès des victimes et des survivantes de violences conjugales et de violences caractère sexuel. Alors, je connais très bien le coin d'Ottawa et de Gatineau. J'ai travaillé en contexte francophone minoritaire, justement, en Ontario. En fait, j'aurais pu mettre plein de photos de moi qui militent un peu partout parce que c'est ça, hein, quand tu travailles en contexte francophone minoritaire, que tu le veuilles pas, même si c'est pas dans ça nécessairement que tu travailles, tu deviens militante, peu importe, pour les droits des personnes francophones. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation. C'est pas nécessairement une présentation, je vous présente pas nécessairement une recherche. En fait, je vais un peu mettre la table pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais un peu mettre la table sur c'est quoi le féminisme intersectionnel, comment est-ce que l'oppression des langues rentre dans le féminisme intersectionnel, avec quelques conséquences chez les femmes, justement, voilà. Regarde mon plan de présentation avec les conséquences pour les femmes francophones en situation minoritaire. Et ensuite, je ne vais pas trop rentrer dans les pistes d'action puisque je sais que j'ai plusieurs de mes collègues aujourd'hui, dont Andréane justement, qui va, Andréane numéro 1. En après-midi, on changera, tu seras numéro 1 pour faire ça équitable, OK? On va faire ça équitable, qui va vous parler justement des certaines pistes d'action pour les femmes francophones en situation minoritaire. Alors, donc, je vais vous présenter, là, j'ai juste la misère à manager 50 choses en même temps. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter en premier un bref historique du féminisme intersectionnel, dont les conditions d'émergence, les critiques du féminisme traditionnel à l'égard du féminisme intersectionnel et la place du féminisme intersectionnel à l'université. Donc, on va passer le premier. Je vais juste partir mon timer parce que moi, si vous ne le savez pas, moi, je peux parler pendant très longtemps. Tu peux préparer des petits... Ah oui, des petites choses, oui, puis moi, je les ignore en plus. J'ai 20 minutes, Anne, c'est bien ça? Parfait, non, je ne vais pas du tout t'ignorer. Alors voilà, donc, ensuite, on va parler des prémices de l'approche intersectionnelle, donc qui va être quand même assez rapide. Les résistances, les incohérences, il y en existe plusieurs. Je vais surtout me concentrer sur le blanchiment et la dépolitisation du féminisme intersectionnel dans les milieux académiques. Et le jus qui va être vraiment la résistance des Canadiennes francophones, l'oppression linguistique et le féminisme intersectionnel et les conséquences pour les femmes francophones en contexte minoritaire. Et je vais terminer avec un positionnement pour vous expliquer pourquoi c'est important de militer pour les droits des femmes francophones en contexte minoritaire. Juste pour mettre un petit peu quand même de contexte, oui, je vais parler beaucoup des femmes francophones en contexte minoritaire et de colonisation anglophone. Toutefois, j'ai travaillé également, moi j'ai toujours travaillé en contexte minoritaire. Quand j'ai travaillé au Québec, j'ai travaillé en anglais. J'ai travaillé dans un cégep anglophone au Québec. Alors, c'est comme si je suis juste pas capable de travailler dans la langue dominante de la province dans laquelle je me retrouve. Alors, voilà. Donc, on va partir un peu avec les conditions d'émergence du féminisme intersectionnel parce que je pense que c'est important de donner le crédit d'où ça part. Parce que souvent, justement, j'ai évalué un article cette semaine qui me disait, ben oui, Kimberly Crenshaw a parti le féminisme intersectionnel, puis ça me fait un peu cringe parce qu'on oublie que ça n'a pas parti de l'université. Les principes de base du féminisme intersectionnel n'ont pas été développés eux-mêmes dans le milieu académique. Alors, on peut retracer jusque, même avant Sojourner Truth, mais moi, je vais vous mettre l'emphase sur Sojourner Truth, qui, en 1851, Sojourner est une ancienne esclave et abolitionniste noire, et dans une convention de la Women's Convention à Ohio, elle a énoncé un discours qui s'appelle « Ain't I a woman? » Ne suis-je pas une femme? Et donc, dans son discours, elle a interpellé les féministes abolitionnistes à reconnaître les diverses oppressions que vont subir les femmes noires, notamment les oppressions qui s'impliquent donc le racisme, le sexisme et le classisme.
Elle va également dénoncer les féministes de la rejeter des groupes les groupes féministes, donc les groupes de mouvement des femmes, parce qu'elle est une femme noire. Et elle va dénoncer les groupes abolitionnistes, de la rejeter, les groupes abolitionnistes, puisque c'est une femme. Donc, c'est une femme noire, mais ne peut pas participer au groupe militant pour les droits des femmes parce qu'elle est noire. Elle ne peut pas participer au groupe militant abolitionniste parce qu'elle est une femme. Donc, dans son discours, elle explique, ben en fait, puis là, je ne vais pas tout vous lire le discours, mais en fait, elle explique ben, que c'est une femme ancienne esclave, qui a eu plusieurs enfants, qui a bûché dans les champs, mais que ça ne l'empêche pas qu'elle devienne une femme et qu'elle est une personne, elle est sortie de l'esclavagisme et qu'elle veut militer. Donc, c'est vraiment une base de l'intersectionnalité où elle a dénoncé le fait qu'être femme noire, ben, la rejet de plusieurs groupes parce qu'elle avait cette implication-là de deux formes d'oppression. En fait, trois, si on inclut, par exemple, le classisme. Et bien, on pourrait parler de colonialisme, etc. Donc, on va retracer vraiment les discours féministes intersectionnels à ce fameux discours-là de Sojourner Truth. Ensuite, c'est sûr qu'on a, puis là, moi, je vous fais ça très rapidement, cette ligne du temps-là, mais entre-temps, entre 1851 et 1977, il y a eu plusieurs écrits, dont les écrits de Cooper et Dubois au début des années 1900, qui ont, dans leurs écrits, émis certaines formes d'indication, d'oppression, etc., et nommé, par exemple, qu'on peut être femme, mais également vivre, par exemple, l'oppression de la classe, mais également l'oppression raciste, l'oppression colonialiste, etc. En 1977, ce qui est intéressant avec le Combahee River Collective, c'est que dans leur manifeste, ils vont dénoncer l'exclusion et la marginalisation. C'est pas un mot que je dis tout le temps, en tout. Mon Dieu. Donc, pour dénoncer cette exclusion, la marginalisation des lesbiennes africaines, à la fois au sein du mouvement féministe ainsi que dans les luttes des homosexuels et des lesbiennes pour les droits civiques. Donc, on recrée un peu l'exclusion que Sojourner Truth a subie il y a plus de 100 ans, mais à ce fois-ci, on parle de lesbiennes noires qui voulaient en fait participer au sein des mouvements féministes, qui voulaient participer au sein des mouvements de lutte pour les droits des personnes homosexuelles et les lesbiennes, mais qu'encore une fois, ne sentaient pas qu'elles avaient réellement leur place dans aucun des mouvements parce que c'est comme si elles étaient de trop. Elles ne pouvaient pas choisir. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis une lesbienne? Est-ce que je suis une femme noire? Donc, elles ont dénoncé, encore une fois, cette exclusion-là, mais plutôt en lien avec l'oppression raciste, sexiste et hétérosexiste. Donc, dans leur manifeste, on a pu reconnaître ces formes d'oppression-là qu'elles ont dénoncées. Donc, l'implication de l'oppression raciste, sexiste et hétérosexiste. Encore une fois, on ne nommait pas le mot intersectionnalité, on le nommait dans plutôt l'implication des formes d'oppression, dans le fait que certaines femmes ne se sentaient pas à leur place, qu'elles se faisaient rejeter pour pas rentrer. Tu sais, moi, j'aime bien le concept de boîte, là, pour pas rentrer directement dans la boîte. Et alors, elle se disait, ben gars, nous, on veut dénoncer ça parce que clairement, on n'a pas notre place au sein des mouvements dans lesquels on veut lutter pour nos propres droits en tant que femme, en tant que personne lesbienne, en tant que personne racisée, etc. Donc, c'est avec la montée du féminisme noir. Là, on s'entend, on dit la montée du féminisme noir, mais là, c'est comme tout sujet d'actualité. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Ça veut juste dire que le gouvernement patriarcal, capitaliste, blanc a découvert ça. Okay? Ça veut juste dire ça. Mais avant ça, ça existait, le féminisme noir. Okay? Les féministes de BIPOC, etc., là, ça existait, c'est juste que, bon. Bref, c'était beaucoup plus à la marge du mouvement féministe qu'on dit traditionnel. Donc, les féministes noires ont, suite à tout ce qui a été fait avec Sojourner Truth, les écrits qui ont été écrits, et la Combahee River Collective, la manifeste, elles ont vraiment pris de l'ampleur pour expliquer qu'il y a un accent qui est mis sur l'identité, pour mettre l'accent, en fait, sur l'identité et l'expérience des femmes issues des communautés ethno-culturelles qui ne se sentaient pas nécessairement interpellées par le mouvement féministe traditionnel.
qu'on va dire en anglais le Mainstream Feminist Movement. Qui je trouve un peu plus punchy quand on le dit en anglais qu'en français. Mais bref, par exemple, Angela Davis va parler de mainstream féministe mouvement. Vous pouvez en fait même googler, hein, elle a un super bon YouTube vidéo là, où elle le dénonce. Et donc, les femmes, justement, comme Angela Davis, Bell Hooks, vont dénoncer le fait que les femmes, ben oui, elles vont vivre une oppression sexiste, mais elles vont également vivre l'oppression raciste, colonialiste, parce qu'elles font partie de certaines communautés ethnoculturelles qui ne sont pas nécessairement le groupe dominant. Elles vont reconnaître également, ou bien elles vont tenter de faire reconnaître au mouvement féministe traditionnel que les femmes de ces mouvements-là, donc les femmes blanches, plutôt aisées, hétérosexuelles, capables, etc., qu'elles ont des privilèges que les femmes qui subissent plusieurs formes d'oppression n'ont pas nécessairement. Et donc, c'est important de lutter pour toutes les femmes, en fait. Puis on ne peut pas juste se concentrer sur une forme de féminisme et dire que c'est un féminisme qui est universaliste et qui remplit les besoins de toutes. Donc, elles vont faire un constat des effets pervers des revendications du mouvement féministe traditionnel. Donc, là, je viens de vous faire 150 ans d'histoire dans 9 minutes. Mais bon, donc les féministes noires, les féministes BIPOC vont émettre des critiques aux féministes traditionnels, qui est que les féministes traditionnels considèrent justement les femmes comme étant un groupe homogène, qu'on est toutes pareilles, qu'on a toutes les mêmes luttes, qu'on a toutes les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Elles vont dénoncer ça. Vont en fait émettre la critique que c'est un féminisme qui est très ethnocentrique, donc très blanc, universaliste, qui croit qu'il répond aux besoins de tout le monde dans le monde et qui ne reconnaît pas la diversité des expériences et les identités uniques des femmes dans le monde. Parce que pour elle, la seule forme d'oppression est l'oppression patriarcale et en éliminant l'oppression patriarcale, les femmes ne subiront plus d'autres formes d'oppression. Bon, on entend ça aujourd'hui, puis on dit, ben c'est bien ridicule. En tout cas, j'espère. Sinon, ben j'espère que vous écoutez très attentivement ce que je vous dis. Mais bref, c'est quand même assez ridicule de croire que chaque personne a tout le même problème. Elles ont également une vision très monolithique et réductrice du pouvoir, donc qui signifie justement on pense tout simplement à l'oppression patriarcale sans voir d'autres formes d'oppression qui peuvent s'imbriquer à l'oppression patriarcale pour maintenir les femmes en situation d'infériorité, de subordination et d'oppression. Donc, ça nous apporte en 1989, j'ai oublié, ça nous apporte en 1989 où le féminisme intersectionnel est découvert à l'université. Donc, c'est là où Kimberly Crenshaw, pour la première fois, dans son article de 1989, la juriste militante, donc Kimberly Crenshaw, va utiliser le mot intersectionnalité pour offrir une métaphore des différentes formes d'oppression que les femmes vont subir. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est vraiment là, c'est une intersection de rue, puis que chaque identité ou chaque forme d'identité, etc., vient avec sa propre forme d'oppression et vont toutes se rejoindre ensemble dans une intersection pour créer une personne. Donc, chaque personne est sa propre intersection. Puis elle utilisait ça comme vraiment une métaphore. Elle ne pensait pas qu'elle allait devenir la personne de l'intersectionnalité. Là, c'était vraiment un exemple pour vraiment émettre son point en utilisant également tous les discours des féministes noires qui sont venus avant elle auparavant. Puis elle, en 1991, elle a encore une fois émis la métaphore du mot de l'intersectionnalité lorsqu'elle a critiqué les lois américaines de ne pas répondre adéquatement aux besoins des femmes noires victimes de violences. Puis ça, ben, ça coïncide également avec, si vous connaissez peut-être l'histoire de Anita Hill, qui a émis des accusations
j'imagine, fondée, vous pouvez me citer même, contre Clarence Thomas et également le meurtre de O.J. Simpson de sa femme. Donc, ça venait vraiment en même temps où on avait vraiment des questions de débat de société. Puis je crois que c'est en même temps que la brutalité policière contre Rodney King. Donc, ça veut dire qu'on était vraiment dans un climat politique où c'était un peu genre entre l'oppression sexiste et l'oppression raciste, laquelle qu'on choisit. Puis elle, ben, Kimberly Crenshaw, c'était pour dire que on n'a pas à en choisir une parce qu'on a toute notre identité. Puis, ben, c'est important de lutter contre toutes les formes d'oppression pour s'assurer qu'aucune femme ne soit en situation d'infériorité. Donc, c'est là que le féminisme intersectionnel a vraiment, on a vraiment mis un mot dessus. Donc, il reste comme ça, parce que je suis même pas bonne à suivre mes propres choses. Il te reste 7 minutes. 7 minutes, OK. Donc, les prémices de l'approche intersectionnelle, je vais passer quand même rapidement. Bien, les oppressions sont vécues de manière simultanée et sont difficilement différenciables les unes des autres. Les systèmes d'oppression s'alimentent et se construisent mutuellement, tout en restant autonomes. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent ensemble pour nous maintenir en situation d'infériorité. Et les luttes ne peuvent pas être conceptualisées contre un seul combat, contre une seule forme d'oppression. Les systèmes doivent vraiment être combattus simultanément sans être hiérarchisés. Donc, ça nous apporte à les résistances et les incohérences. Donc, le blanchiment et la dépolitisation. Donc, où on va parler, par exemple, de l'appropriation du féminisme intersectionnel par plusieurs groupes majoritaires, dont, par exemple, le milieu académique majoritaire, qui tentait encore une fois de mettre à la marge les femmes marginalisées ou les groupes marginalisés en disant, bien là, vous autres, vous n'êtes pas assez bons ou bonnes pour créer des vrais savoirs. Nous, on va s'approprier ce féminisme intersectionnel-là, puis on va, en fait, le blanchir. Donc, c'est là où on va remettre en question, donc, notamment les savoirs émis par les femmes pandec pour vraiment faire place aux théoriciennes blanches. Les universitaires vont également dire que les points de vue situés des communautés pandec, là, je me concentre sur les communautés pandec, mais on pourrait parler de toutes les communautés marginalisées, risquent de créer des savoirs trop spécifiques et pas assez généralisables. Donc, parce que, ben, si vous voyez souvent, ben, c'est pas assez, monsieur, homme blanc ne peut pas s'identifier à ça, donc ce n'est pas un savoir qui est valide. Les principes de base du féminisme intersectionnel résident dans la mobilisation politique, l'émancipation, mais c'est éradiqué du féminisme académique blanchi par les théoriciennes blanches qui ont vraiment tenté de reprendre le féminisme intersectionnel. Donc là, ça nous apporte à les résistantes et canadiennes francophones. En fait, les Canadiennes francophones, elles ont accueilli quand même le féminisme intersectionnel avec quand même une certaine résistance. Parce que celui-ci était perçu comme étant une perspective anglophone, donc étant vu comme étant anglo-normative. Donc, ce que ça a fait, c'est que les femmes francophones, surtout notamment les femmes francophones en contexte minoritaire, ont eu peur de resubir cette colonisation-là et l'assimilation anglophone. L'anglo-normativité, bien, ça représente un système de structure, d'institutions, de croyances qui fait de l'anglais la norme. Donc, dans des contextes anglo-normatifs, l'anglo-normativité, c'est la norme selon laquelle les non-anglophones sont jugés, discriminés et exclus. Donc, les femmes francophones se retrouvent également dans des positions fragiles, colonisées par les anglophones, mais aussi colonisatrices à l'égard des communautés autochtones. Puis en fait, le féminisme intersectionnel nous apporte à remettre en question nos privilèges. Donc, ça nous ramène, ne veut pas, à une position de colonisatrice. Donc, ça nous fait nous dire, OK, bien moi, j'ai été colonisée, oui, c'est vraiment important, mais je suis également colonisatrice. Puis il y en a qui ne sont pas encore prêtes à remettre ça en question, à se donner cette étiquette-là, parce que c'est un peu la fragilité blanche mise de l'avant par Robin DiAngelo. Donc, là, je vous ai mis quand même un petit poème. Je vais quand même, juste pour le fun, je vous ai mis 2 petits poèmes dans ma présentation. Celui de Elsie Surenap, c'est juste un extrait du livre dans Poème de la résistance qui dit « Je me suis jamais sentie francophone avant, juste la bonne case à cocher dans des formulaires, un enfermement plutôt, tout comme pour noir. L'une des étiquettes que bien les gens me réservent. Je ne me savais pas francophone jusqu'à ce que l'opposition aux franco-ontariens, M. Ford, m'accule à ressentir l'appartenance à notre grande et belle minorité francophone. »
Donc, si jamais ça vous intéresse d'acheter le petit livre, c'est tous des poèmes de poètes franco-ontariens-ontariennes. Donc, l'oppression linguistique et le féminisme intersectionnel, ben, en fait, dans son texte de 1991, Crenshaw a dénoncé l'unilinguisme comme étant une barrière significative pour les femmes anglophones aux États-Unis, les femmes non anglophones aux États-Unis. Justement, dans son texte, elle parle des femmes parlant l'espagnol qui n'ont pas accès aux maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Les femmes, par exemple, parlant le créole, n'ayant pas accès aux services en violence conjugale. Mais depuis que Crenshaw a dénoncé l'unilinguisme, elle, pour une raison ou une autre, la majorité des féministes intersectionnelles anglophones n'ont pas continué à dénoncer la langue comme une forme de pression qui maintient les femmes en position de subordination. On l'a comme un peu remis à la marge, puis on a dit, ben non, c'est pas important, ça, c'est pas une vraie forme de pression. Donc, par conséquent, c'est sûr que la question de la langue et des relations de pouvoir, ben, ça demeure pratiquement absent de l'analyse féministe intersectionnelle, notamment des personnes anglophones. Et de certaines personnes anglophones, je regarde mes collègues que je sais qui sont très alertes à ça. Donc, là, c'est là que j'ai mis une belle photo. Gars, on est là, Antoine et moi. Pour le fun. C'était pas ma plus belle photo, moi non plus. Mon chum, il dit, là, excusez mon mot, je t'ai enregistré, mais mon chum m'a dit que je parlais difficile de la vie. J'étais comme, ben non, je t'avais parlé d'avortement et des droits d'accès. Bref. Donc, ce que ça fait lorsqu'on ne prend pas en compte l'oppression de la langue dans les luttes féministes intersectionnelles, c'est que, là, je vous nomme quelques conséquences. Il y a encore extrêmement de recherche à faire à ce niveau-là. C'est un milieu qui est à explorer, à développer, qui a commencé, mais qui doit vraiment là, continuer d'être exploré. Parce que, encore aujourd'hui, dans plusieurs provinces, là, moi, je connais beaucoup plus les réalités franco-ontariennes et néo-brunswickoises, mais plusieurs survivantes de violence n'ont encore pas accès à des services de soutien français en Ontario, au Nouveau-Brunswick, surtout dans les régions rurales où le financement est vraiment rare. Puis ça, même le texte de Lapierre et Hall a nommé que ça pouvait même recréer une revictimisation aux femmes parce qu'elles n'auront pas accès aux services qu'elles ont besoin. La langue est également un obstacle majeur pour l'accès aux soins de santé. Les femmes doivent souvent choisir d'entendre attendre pour recevoir un soin de santé en français ou accepter de recevoir les services dans la langue seconde, qui est normalement l'anglais dans ces deux provinces-là. Puis, ben, on s'entend que recevoir les soins de santé dans une langue qui est autre que la nôtre, ben, ça peut mener à des erreurs médicales. Puis parfois, ben, on peut comme pas attendre, surtout si on est en voie d'accoucher. Je ne sais pas, moi, j'ai pas eu d'enfant, mais les personnes qui ont eu des enfants, je suis certaine que vous n'avez pas pu attendre pour vous dire « j'attends d'avoir des services en français ». Ou bien, par exemple, l'accès à l'avortement, qui est justement au Nouveau-Brunswick maintenant, depuis qu'on a la fermeture de la clinique 554. Oui, c'est 554, qui est justement ça, l'article médiatique que j'ai ajouté. Qui est juste accessible à Bathurst et à Moncton, qui, en fait, aliénit vraiment tout le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, qui est une population francophone. Donc, tous les francophones du nord-ouest n'ont accès à aucun service d'avortement prêt. Il faut au moins se déplacer de 3 heures à 3 heures et demie pour avoir accès. Donc, j'ai presque fini. Tu me le diras quand tu me mettras des petits... Donc, j'ai mis un autre poème parce que je trouvais ça intéressant. J'en avais mis un franco-ontarien, j'en ai mis un néo-brunswickois. Encore une fois, c'est un extrait. Moi, je suis pas très bonne à lire de la poésie tout haut, là. Je le lis dans ma tête, puis il me semble que ça fait du sens. Je vais vous le lire quand même. C'est Zenia Gould, justement une femme trans, qui un peu, qui va inclure les oppressions queer, francophones, etc., tout ensemble, puis dans sa poésie, ça vraiment, là, ça ressort. Dans cet extrait de poème-là, elle dit voix des vrais mots, voix des mots inventés, voix que vrai puis inventé, c'est la même affaire, voix le verbe être en ER, voix des mots en anglais qui sont actually en français dans ma brain, voix yell. Voix l'amour entre les si et les ré, voix que des fois, il y a d'autres accents autre que le tien après d'en avoir parlé toutes sortes de voix, de la fucking poésie, moi. Donc, c'est vraiment une implication de lutte contre l'oppression transphobe et justement l'oppression linguistique. Donc, j'en viens à la fin.
Donc, mon positionnement, pourquoi je fais ça m'intéresse, c'est quelque chose que je souhaite vraiment poursuivre avec mes collègues acadiennes, surtout acadiennes, je regarde, parce que, moi, je suis acadienne, j'ai grandi dans une communauté minoritaire francophone, pour moi, elle ne se ressentait pas minoritaire parce que j'étais dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick et tout le monde parlait français. C'est quand tu sors du Nord-Ouest que tu réalises, OK, finalement, je suis très en situation de minorisation, dans un coin qui se relève de la colonisation, de la famille qui vit sur une communauté autochtone. On est francophone et une communauté qui est encore victime d'oppression en raison de la langue parlée. Puis quand est-ce que je suis arrivée à l'université? C'est sûr que on m'a dit de parler le vrai français. Je faisais mes présentations à la maîtrise. J'ai des profs qui m'ont dit là, il va falloir vraiment que tu soignes ton français et que tu apprennes à avoir un vrai français parce que sinon, on ne va pas te comprendre dans le milieu académique. Donc voilà, je me suis inventé un petit accent. Puis c'est pour ça que je parle comme je parle. Des fois, je suis toute mélangée dans mes accents parce que là, je suis rendue à Moncton, puis là, je ne sais plus comment parler. Puis c'est ça. Puis dans les milieux anglophones, j'étais la traductrice. Je n'étais pas la étudiante au DA qui était militante au bout pour les droits des femmes, puis qui avait des connaissances sur les droits d'accès à la justice reproductive, etc. Non, j'étais la traductrice parce que j'étais souvent la seule francophone. Jusqu'un jour, je me suis fâchée, j'ai dit non, moi, je suis plus traductrice. Là. Vraiment, je suis même pas bonne en langue. Je ne sais même pas comment parler d'un jour à l'autre. Donc, travailler dans les milieux communautaires francophones en Ontario, comme je disais, justement, je travaillais beaucoup dans les milieux en violence faite aux femmes, m'a propulsée vraiment dans la revendication pour l'accès aux services en français pour les femmes victimes de violences. Donc, ça m'a apporté à vraiment comprendre et croire en l'importance que les revendications féministes intersectionnelles, c'est essentiel de prendre en compte l'oppression de la langue que subissent les femmes dans les communautés minoritaires francophones. Alors, c'est pour ça que je termine là-dessus, où je vous ai présenté les prémices du féminisme intersectionnel. On va les reprendre en ajoutant l'aspect linguistique en situation minoritaire. Donc, les différents systèmes d'oppression sont indissociables. Si les femmes francophones en contexte minoritaire, l'identité linguistique s'imbrique aux autres aspects de l'identité. On est à la fois femme, queer dans mon cas, acadienne, neuroatypique, soit trans, etc., peu importe. On est à la fois ça, mais également acadienne et francophone. Les systèmes d'oppression vont se nourrir entre eux. L'oppression linguistique s'allie avec le sexisme, le colonialisme, l'hétérosexisme, le capacitisme, le cisgenrisme, etc., pour maintenir les personnes en situation d'infériorité. Il faut combattre les systèmes d'oppression simultanément et il est important d'aborder les oppressions de la langue dans les luttes féministes intersectionnelles parce que si on ne combat pas cette oppression-là avec les autres formes d'oppression, les femmes francophones en contexte minoritaire, on va demeurer en situation d'oppression. Tant qu'à moi, tant qu'il va y avoir une femme qui est en situation d'oppression, on n'aura pas gagné notre lutte. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte l'oppression linguistique dans nos formes, dans notre lutte féministe intersectionnelle? Merci.